Et donc voilà, donc en 2 mots qui je suis, moi donc moi je suis le doyen de l'équipe. Je suis biologiste médical de formation, j'ai un parcours assez universitaire avec un master de recherche, une thèse de sciences. J'ai bossé quelques années en tant que chef en bactériologie à l'hôpital de Cochin. Après je suis parti, en immuno pendant 3 ans et donc à Cochin, c'est là où vous voyez sur TikTok le badge que j'ai AHU, assistant hospitalier universitaire, c'est de là d'où je le tiens. Et après, la blouse, c'est l'hôpital Saint-Louis qui me l'a donnée parce qu'il a présenté un défaut. Non, je ne l'ai pas volé. Donc voilà, et j'ai monté ensuite Hippocast en 2021. Et un. Et Hippocast a un seul objectif, c'est de faire réussir la P1. Bon voilà, j'en dis pas plus sur Hippocast tout ça. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc les filières de santé, pour y accéder, il y a 2 voies. La PACES c'est terminé, on va plus même pas en parler aujourd'hui. Donc les filières de santé, c'est quoi? C'est la médecine, la pharmacie, études de sage-femme, dentaire ou kiné. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent mieux le parcours d'accès spécifique santé ou PASS, on dit le PASS, et vous verrez qu'on dit tous la PASS parce que c'est peut-être en rapport avec la PACES d'avant, et puis le PASS, ça fait un peu le PASS sanitaire. J'essaie de réfléchir à pourquoi on ne dit pas le PASS. Ça Ouais, c'est fait ça, je pense, hein. féminin aussi, là, ouais. Donc voilà, et donc dans le PASS, il y a une majeure de santé qui est la plus grosse partie du programme de votre année et une mineure que vous allez choisir d'un autre domaine qui ne sera pas de la santé. Donc ça peut être le droit, la psycho, ça peut être STAPS, etc. Et donc ça va compter pour un peu moins du tiers de la note. Donc ça varie vraiment d'une fac à l'autre, hein. C'est vraiment des ordres de grandeur que je vous donne là. Il y a donc une autre voie, c'est la LAS, pour licence accès santé. Et là, c'est un système qui est différent. C'est que la majeure, ça ne sera pas une majeure santé comme pour le PASS, mais ça sera majeure d'une autre discipline. Donc là, ça peut être aussi le droit, psycho, les lettres, etc. Et une mineure santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les disciplines des majeurs, le choix des mineurs varie d'une fac à l'autre. Il y a énormément de choix. Enfin, je pense que vous avez déjà, enfin, les terminales qui sont déjà bien calés niveau Parcoursup, tout ça, bah, vous avez vu. Mais pour ceux qui sont en première, bah, vous allez voir, il y a plein. Il faut bien choisir tout ça en fonction de vos envies. Voilà, vous avez le temps. Juste pour info, un chiffre intéressant, c'est qu'il y a eu plus de 600 000 vœux qui ont été émis sur Parcoursup pour intégrer l'une des 2 filières l'année dernière. Voilà, donc c'est énorme. Donc évidemment, il peut y avoir plusieurs vœux. Enfin, une personne peut faire 2, 3 vœux, enfin plusieurs vœux, on est d'accord, hein. Ce n'est pas 600 000 étudiants, hein. Il y a 750 000 naissances à peu près par an, donc évidemment que non. PASS et LAS, c'est 2 systèmes totalement différents. À l'issue du PASS, donc si vous avez validé votre année et vous êtes admis, ben ça y est, vous êtes content, vous faites partie des 20%, 15-20% des étudiants de PASS et vous arrivez directement en deuxième année des filières de santé. Si vous avez votre année qui est validée, mais par contre vous n'êtes pas admis en deuxième année des filières MMO-PK, ben là, c'est pas grave parce que vous allez intégrer la L2, la licence 2 de la LAS, de la mineure que vous aurez choisie. Et c'est pour ça que c'est très important de choisir une mineure dans laquelle que vous aimez, parce que peut-être que vous allez pouvoir poursuivre dans cette voie-là, peut-être essayer une passerelle de revenir en deuxième année plus tard dans les filières de santé ou pas. Et dans ces cas-là, bah, vaut mieux choisir une mineure qui vous plaît. Et dans le pire des cas, bah, vous n'avez ni votre année, puis donc du coup, évidemment, vous n'êtes pas du coup admis en deuxième année de filière de santé. Et dans ces cas-là, c'est très important, mais ça, vous ne le savez qu'à la fin. C'est pour ça qu'au cours de l'année, il faudra absolument que vous rentriez, même si ce n'est pas très agréable, des choix sur Parcoursup au cas où vous ratiez. Comme ça, vous ne perdez pas un an pour rien. Et ça, je pense que Priki pourra vous en parler un petit peu de cette histoire. Et l'autre voie, c'est la LAS. Donc, je dirais que la LAS, c'est on peut candidater en deuxième année des filières de santé, soit à la fin de votre LAS 1, ou soit pendant votre LAS 2 ou LAS 3. Voilà. Mais pour ça, il faut valider évidemment la mineure santé et avoir assez de points pour pouvoir prétendre arriver en P2. Donc c'est pareil, je ne dis pas que c'est plus simple, loin de là. Il y a énormément de travail à fournir. La majeure non santé est extrêmement importante. Il ne faut pas se dire je prends une LAS et en fait je bosse que la mineure santé, je m'en fous du reste. Ça ne marche pas comme ça. Il faut valider aussi votre majeur, donc non santé. 2, 3 mots maintenant, on pourra en reparler après, mais quelle spécialité choisir au lycée? Ça, c'est des choses on entend souvent. Donc, sachez que chaque université a ses propres critères de recrutement. Pourquoi? Parce qu'elles ont chacune leur propre matière.
Il y a des facs pour lesquels la physique va être très importante et d'autres où pas du tout, il y a presque pas de physique ou pas de physique. Donc si vous êtes plutôt complètement nul en physique, vous n'allez pas choisir une fac où la physique compte pour un cinquième de la note. On est d'accord. Donc que faire? Vous êtes un peu perdu, c'est pas grave. Maintenant, toutes les facs, toutes les universités ont des sites internet vachement bien faits avec une rubrique Pass-LAS, donc allez voir. Il y a aussi, vous pouvez contacter le tutorat, donc Insta, mail, blog, mais en gros, il y a le tutorat, c'est regroupé ici là sur tutorat-pass-las.fr. C'est le site internet de tous les tutorats, donc comme ça, vous pouvez voir le tutorat de votre ville. Par exemple, je prendrais pour exemple l'Université de Paris. Ben, en fait, c'est une université qui met vraiment l'accent sur les matières scientifiques. Donc, ils vont sélectionner des étudiants qui ont un profil assez scientifique, donc qui ont fait au moins une des 3 spécialités, à savoir physique, chimie, maths et SVT. Remarque pour la LAS, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la mineure santé. Il faut tout donner pour le reste aussi, c'est important. Et aussi, quelque chose qui est bah, plus qu'important de dire, ce qui est réel, c'est qu'en fait, là, on donne des grandes lignes, mais il y a des gens qui ne sont pas dans ces cas-là et qui arrivent parfaitement bien. Sauf qu'il y a différentes barrières. Il y a une barrière au niveau de Parcoursup, et après, il y a une barrière niveau succès, est-ce que vous allez arriver en deuxième année? Voilà. Mais tout est possible. Et pour Parcoursup, parce que je pense que tout le monde stresse avec ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas envie que ce soit un live spécial Parcoursup, mais faut choisir Pass, soit le parcours Pass ou LAS en fonction de votre personnalité. D'accord? C'est très important. Réfléchissez à plusieurs choses. Est-ce que vous allez candidater dans plusieurs facultés? Est-ce qu'il faut faire un vœu en plus pour une filière non sélective au cas où vous n'êtes pas admis ni en Pass ni en LAS? Comme ça vous ne perdez pas un an. Je vous conseille de faire un max de vœux et de sous-vœux possibles. Et évidemment, bien soigner son dossier. Mais quand je dis ça, on ne dit pas grand-chose parce qu'évidemment, il faut faire les choses le mieux possible à chaque fois. Et bien soigner son dossier, c'est d'expliquer la cohérence de vous, votre personnalité, votre parcours et de là où vous voulez aller et que ces 3 items-là soient cohérents. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes une brêle en physique, excusez-moi du terme, bah, vous n'allez pas expliquer pourquoi vous voulez rejoindre, être admis à l'université de Paris. Il faudra peut-être axer peut-être sur d'autres choses. Ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez chacun et on peut commencer par Afra. Tiens, on va faire par ordre alphabétique. Coucou tout le monde, du coup moi je m'appelle Afra, je suis actuellement en 3e année de chirurgie dentaire à Paris et donc j'ai fait ma passe en 2020-2021, ça fait un petit moment maintenant et j'avais une mineure droit, si jamais vous avez des questions sur la mineure droit et j'étais à l'UP, l'Université Paris, donc voilà. Si jamais vous avez des questions sur l'UP ou sur la mineure droit, je pourrais aussi y répondre. Salut, du coup, moi c'est Mohamed, je suis en D1 donc à la Sorbonne, donc en 3e année. J'étais en passe, j'ai fait une mineure biologie, physique, chimie. J'ai été durant ma P2, ma D1 référent dans plusieurs prépas, prof de biostat, biocell aussi dans d'autres, voilà. Ok. Doc N'hésitez pas à donner vos classements, ils aiment bien les lycéens. Ah oui, les classements, moi j'étais arrivé donc à peu près au milieu du numérus, dans les 200 sur les 300 du numérus. On était 1400 à la fac et quand j'ai passé l'oral, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral. Donc ça m'a fait encore plus remonter de place dans le Dis que t'es classement. majeur, dis que t'es majeur avec tout le monde autour du pot. Voilà. Bon, alors moi, je m'appelle Luc, je suis en 4e année à l'université de Paris, donc Paris 6. À l'époque, moi, j'avais fait la PACES, donc avant la passe, il n'y avait pas de LAS. Donc, je l'avais eu du premier coup, puisqu'à l'époque, il y avait le redoublement qui s'est terminé durant mon année. J'étais arrivé 32e, puis 24e sur 1800. Voilà, que dire de plus, je suis en 4e année, ça se passe très bien. Moi, c'est Pascaline. Je suis en 2e année de médecine à Université Paris-Cité et l'année dernière, j'ai fait ma passe. Donc, j'avais pas pris de prépa et j'avais la mineure sciences psychologiques. Et je suis arrivée 4e sur 1900 au premier semestre et au total, les 2 semestres ensemble, 20e sur 1900. Sans prépa. Sans prépa. Voilà. À toi, Priki. Bonjour, moi je suis du coup triché au Wizult. Comme Luc, j'ai fait une passesse tard à l'ancienne. J'ai été la première année où il y a eu le redoublement interdit. Donc je me suis bien entendu croûter. Premier semestre, je suis arrivé 526. Deuxième semestre, je suis arrivé 266. Mais il fallait avoir 10. Donc je n'avais pas eu 10. Et après, j'ai fait du coup une L1 double licence psychologie.
Puis après, j'ai fait M2, M3, LAS, chimie. Et je suis repassée en médecine en arrivant au 21e au concours des LAS, donc en admin. Et là, je suis en deuxième année de médecine. Attends, mais donc t'es arrivé 266 donc dans le numérus, mais t'avais pas dit, t'as pas pu. Non, j'avais pas dit. J'avais 9,7. Ouais, c'est un... Il se dit encore le classement, parce qu'en je crois que ça a changé. Niveau classement, il classe même plus les gens qui n'ont pas validé. Ouais, bah, C'est Ouais, les choses, c'est chaud. Ouais. D'où l'importance de prendre pour les terminales une LAS avec une passe, avec une mineure qui leur plaît. Et pas forcément non plus un truc qui peut être un potentiel plan B, quoi. Et du coup, moi, c'est Soline. J'ai fait une passe à la Sorbonne l'année dernière, mineure biologie, chimie, physique. Donc, le même parcours que Mohamed, mais avec un an de moins. Et du coup, je suis arrivée 3e sur 1400 en grande admission. Ok, ben voilà, donc on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Mais avant, parlons un petit peu de méthode de travail. Docteur Pinelli, tu aimes bien, c'est un sujet qui t'intéresse, donc je te propose de commencer Ouais. à parler de ça. Ok, donc la méthode de travail, ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose, la question que je reçois tous les jours. Quelle est la bonne méthode? Comment trouver sa méthode? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, chacun a sa propre méthode. Je pense que si on vous donnait tous les 6 nos méthodes européennes, il n'y en aura pas une seule qui se ressemblera. Bien sûr, il y a une méthode qui revient assez souvent, ça s'appelle la méthode des J, la méthode des jours. En gros, c'est une méthode qui va être basée sur le rappel, sur le fait de voir souvent ses cours à des intervalles réguliers. Et c'est ça qui va permettre d'ancrer dans son esprit le cours, c'est de le revoir souvent et pour intervalles réguliers. C'est comme ça que vous allez apprendre de nouvelles informations et que vous allez vous rappeler d'anciennes informations que vous avez déjà apprises. Personnellement, j'utilisais cette méthode DJ. Je l'avais un peu adaptée à mon rythme de travail. Mais si on peut aller plus en détail, je pourrais vous en parler un peu plus après. Mais voilà, personnellement, c'était une méthode DJ un peu modifiée. Et sur comment trouver sa méthode de travail, il y a une période au début de l'année, c'est le stage de pré-rentrée. Et ça, c'est vraiment la période où vous allez pouvoir expérimenter différentes choses. Par exemple, travailler plutôt le matin ou travailler plutôt le soir et voir avec quelle méthode de travail vous retenez le mieux. Voilà, c'est vraiment la période pour essayer des choses et se trouver un peu une méthode pour être vraiment au maximum de son efficacité, enfin, être un peu dans son efficacité dès le début de l'année. À quel moment il faut commencer à s'entraîner avec des QCM type concours, que ce soit des annales, des QCM, des banques de tutorat ou de votre prépa? Dès le début. Moi, je dirais dès le début, pareil. moi aussi, dès le début, dès le cours. Dès le début. Et un peu tous d'accord. Hein. Sauf après Pascaline. Alors, moi, banque de QCM, etc., oui, Ouais, ça dépend. Les annales, je les garderai pour la fin, pour pas les connaître par cœur et que ce soit représentatif. Mais je parle vraiment des annales, sinon les entraînements dès le début. Voilà, parce que le tutorat, il faut être poli de QCM dès le début de l'année, et moi, c'est plutôt ça que je faisais au début. Et les annales, plutôt vers les semaines de révision. D'accord. Combien de temps avant le concours? Un mois. Un Un mois avant. Et à ce moment-là, tu révisais encore tes cours ou tu étais que dans les annales? Ah non, j'ai toujours fait moitié-moitié pendant la période de révision. Genre, le matin, c'était révision, et l'après-midi, les soirs. Et toujours que je revois mes cours, parce que sinon, je les aurais un peu oubliés si pendant un mois, je n'ai fait que des annales. Donc, En gros, vous êtes tous d'accord qu'il faut dire que l'entraînement, c'est super important. Il faut que ça soit incorporé dans les révisions, en fait. Quand tu vois un cours, il faut après s'entraîner sur ce cours en faisant des questions. Et après, quand tu te prépares à revoir ce cours, quand tu vas le voir une deuxième, une troisième fois, bah, tu peux faire les questions en amont pour faire un rappel, tu vois. Rappel actif. C'est important de se solliciter, en fait, de pas juste bachoter son cours comme ça dans son coin, se poser des questions et puis que les chemins, en fait, dans votre cerveau, ils se créent, en fait. Ça fasse des chemins solides pour arriver à l'information. Si on passe, en fait, vous n'avez jamais les mêmes profs. Essayez de comprendre un peu sur quelle action du cours le prof par exemple, il y en a qui vont me dire ouais, voilà, ça, faut un peu que vous le sachiez, il va vous le mettre forcément au QCM, alors que il y en a, ils vont tout mettre et ils vont me dire bah, tu piocherais quoi. Donc, c'est hyper important de comprendre où est-ce que le prof il veut en venir pour après se dire ok, j'insiste sur ça. C'est d'adopter la psychologie, étudier un peu la psychologie du prof pour savoir si c'est plutôt un clinicien, si c'est plutôt quelqu'un qui met l'accent sur la culture générale autour de son cours. Enfin, Bah, ça, c'est en faisant des annales aussi. Tu vois à quoi ressemblent les annales et tu sais que l'année d'après, elles sont plutôt semblables. Levez le doigt, celles et ceux qui écoutaient le cours, qui n'apprenaient pas directement sur les fiches. Ok, donc il y a vraiment la majorité écoutait le cours.
Il y a que Dr Pinelli qui a directement ce qu'il le découvrir sur ses fiches. Moi, je n'ai jamais eu un seul cours dans ma vie. Voilà. Donc en fait, les deux sont possibles, hein, vraiment. Voyez comment ça vous parle, tout ça. Si vous avez besoin qu'un prof vous explique, parce que le prof, il peut mettre un peu plus d'émotion, des exemples, citer des exemples. Parce que les profs sont bien, franchement, c'est passionnant. Dans beaucoup de facs, maintenant, c'est enregistré et vous pouvez vous n'êtes pas obligé de regarder en live. Vous pouvez mettre en x1,5 si le prof parle un peu comme ça. Vous ne perdez pas trop de temps. Et voilà. Sinon, si vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas du tout besoin de ça, vous pouvez directement apprendre sur les fiches, évidemment. Les fiches qui D'ailleurs, sont pour les fournies, parents- par les prépas, quoi. Par Prépa, les prépas ou des fois par la fac, mais Un petit point pour les parents et pour ceux qui se posent la question, je sais qu'il y en a pas mal qui se disent est-ce qu'il faut aller à la fac à tout prix? Et en fait, c'est un petit peu bizarre de se dire au début que vous n'allez pas aller à la fac forcément. En fait, il y a plein de personnes enfin la majorité même, je pense, ne vont pas à la fac en P1, restent réalisés à la maison et réussissent la P1 comme ça. Donc, faut pas avoir peur de dire à vos parents ou les parents qui nous écoutent. Oui, je vais rester à mon bureau, mais je vais peut-être avoir des fiches, peut-être être inscrit à une prépa et peut-être pas avoir besoin d'aller à la fac. Surtout si les cours sont enregistrés. C'est pas sécher les cours, quoi. ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Je veux pas qu'on dise que c'est forcément les fiches, c'est forcément prépa. C'est pas forcément vrai parce que, par exemple, Pascaline, toi, tu apprenais sur les polycopiés des profs. Jamais été à la fac en P1. J'ai jamais mis un pied là-bas. J'ai passé toute ma P1 fois. Forcément parce que vous n'allez pas à la fac, que vous n'allez pas réussir. Et j'apprenais sur les polycopiés de la fac. C'est gratuit si vous êtes boursier. En gros, la fac vous apprend la diapo des profs. Et après, en plus de ça, vous pouvez prendre les fiches du tutorat si vous voulez. Moi, perso, j'utilisais que les polys de la fac et ça me convenait. Je complétais avec mes notes de cours et ça allait très bien. En fait, de toute façon, il faut un support, que le support soit fourni par le tutorat, votre prépa, ou que ce soit les polycopiés des profs auxquels vous rajoutez vos propres choses. Et bah, ça fait l'affaire finalement. Il faut juste un support complet, efficace, qui colle avec votre mentalité. Et la pré-rentrée, c'est peut-être un moment aussi idéal pour tester ça. Ça fait partie des méthodes de travail. QCM, ils sont faits en fonction du support physique. Par exemple, nous, les thèmes qui tombaient au concours, ça pouvait que être, enfin, ils pouvaient que être présents dans les cours des profs. Donc, que vous apprenez sur les polys de la fac ou les fiches de la prépa, dans tous les cas, vous aurez toutes les infos. Ils seront juste pas mis de la même façon, pas ordonnés de la même façon. Donc, Ouais, après ça, du coup, ça dépend des facs. Parce que nous, à la Sorbonne, on a pas mal de profs. En fait, la fac donne des polis, donc ils sont gratuits pour les boursiers et genre à 20 € pour les non-boursiers. Et en fait, ils sont pas du tout mis à jour. Et du coup, il y en a qui datent d'il y a 10 ans et c'est plus du tout fait par rapport au cours du prof. Donc en fait, on peut pas vraiment travailler dessus. Et du coup, là, les fiches, que ce soit les fiches de prépa ou les fiches du tutorat, ça va vraiment être ça, votre outil de travail principal. Ouais, donc pré-rentrée. Ah, d'accord. Pour questionner toutes ces choses-là. Alors, on va faire un petit sondage. Qui travaillait moins de 10 heures par jour? En moyenne, hein. Travailler entre 10 et 10 heures par jour. Et Priki, je t'ai répondu quoi? Toi, plus? Tu travaillais plus? Moi, je crois que je travaillais plus. Hein. Après, c'est un peu, j'essaye d'oublier cette période de ma vie, quoi. Enfin, vraiment, moi, je me levais à 5 heures du mat et je travaillais jusqu'à 23 heures quand c'était bien chargé. Après, je me mettais je me mettais quand même 2 heures de pause dans la journée, sinon je pétais un câble. Oui. Si on doit retenir quelque chose, c'est plus de 10 heures par jour. Là, il n'y a que des gens qui ont réussi, c'est plus de 10 heures. Alors, faut bosser, quoi. Faut bosser. Au moins 10 heures. En vrai, non. Et plus, on a un échantillon qui travaillait beaucoup, mais moi, j'ai plein de gens qui sont passés qui travaillaient moins. Enfin, Mais ça, c'est des gens exceptionnels. Mais pour la grande majorité des personnes, c'est quand même 10 heures pour ceux qui réussissent. Soline, c'est qui? Ouais. Pas qui, mais déjà, il disait combien d'heures il travaillait. bah, j'ai des potes qui sont passés qui prenaient déjà une journée entière de pause par semaine et qui sinon travaillaient 8-9 heures par jour, quoi. Donc ça dépend vraiment de vous et de comment vous le sentez. Ouais, ils sont exceptionnels quand même. Oui, voilà. Après, C'est vrai qu'il y a toujours des cas dans les deux sens, quoi. Exactement. Ouais. Et puis quand on regarde en termes de moyenne aussi, enfin, nous, je suis sûr qu'on dit là 10-12 heures parce que c'est ce qu'on s'était fixé dans notre tête. Mais moi, je suis sûr que si je reprends mes to-do list de la P1, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de jours où en fait la motivation n'est pas constante. Et il y a plein de jours où en fait je faisais 8 heures. Et il y a peut-être des jours même où j'ai fait 6 heures, où j'ai fait pas assez de cours. Et en fait, c'était mon objectif 10-12 heures. Mais ce que vous sortez comme chiffres, c'est des chiffres que vous avez envie de donner et comme conseil. C'est-à-dire, en fait, ne vous dites pas, peut-être qu'on pourrait résumer en disant, faites-vous un maximum dans la limite de votre santé mentale pour vous donner un maximum de chances de réussir, pour pas que vous vous disiez plus tard, ah, si seulement j'avais bossé un peu plus par-ci, par-là, voilà. Vous testez une méthode, il y a des concours blancs, vous regardez comment vous êtes situé et vous voyez si vous devez pousser sur la pédale ou pas.
Est-ce que vous en êtes capable? Alors moi, généralement, je commençais à travailler à 8-9 heures jusqu'à à peu près 13 heures. Ensuite, je prenais 1 heure 30 de pause, je mangeais, je répondais à mes messages, etc. Après, je travaillais jusqu'à... Généralement, je reprenais une autre pause vers 17 heures quand je commençais à être fatiguée. Et ça dépend, mais on va dire que je travaillais jusqu'à 21h30 au minimum. Après, ça pouvait être plus et parfois moins, mais c'était généralement plus. Ça dépend des périodes. Bah, perso, au début septembre, donc là où je travaillais le moins puisqu'on était le plus loin du concours, je commençais environ à 9h30 du matin, je prenais 1 heure de pause et je finissais à 20h, donc ce qui faisait environ 9h30, 10 heures de taf. Et puis plus on se rapprochait du concours, plus j'augmentais la dose. Et quand on était en décembre, juste avant le concours, je commençais à 8h du matin, je prenais 1 heure de pause le midi à 15h. Et après, je travaillais jusqu'à 22h30, 23h, ce qui faisait 13h30, 14 heures de travail. Donc graduellement, je suis monté. Je suis arrivé en pré-rentrée et là, j'ai découvert ma méthode de travail. Et je me suis mis à fond dès le début. C'est-à-dire que en fait, j'étais sous coca, les shots de caféine, alors que en fait, rien n'avait commencé. Et vraiment, au bout de la deuxième semaine de pré-rentrée, j'étais down, genre j'étais fatigué, je marchais, je tremblais dans la rue. Et au final, j'ai eu un bon classement à la pré-rentrée, mais pas ouf non plus. Donc je me suis dit, bon, ralenti, tranquille. J'ai commencé l'année, c'était de 8h30, 9h à 13h, petite pause de 40 minutes et un épisode de Doctor House. Et après, on repartait sur l'après-midi jusqu'à 16h30, petit croissant avec ma mère, petit café, petit goûter. Et puis ensuite, jusqu'à 23h, taf. Et donc, c'était très maison au S1. Et pour le coup, j'ai radicalement changé de bord au S2 où j'ai bougé à la BU. Parce que c'est vrai que quand on a toute la fatigue du S1 qui s'accumule, pour ma part, ça m'a aidé d'avoir la motivation d'aller tous les matins à la BU sur à peu près les mêmes horaires. Voilà, donc des pauses de 40 minutes, 10 minutes ou 5 minutes entre chaque fiche, en travaillant l'esprit. Et, petite spécificité, j'avais vraiment genre pas de téléphone. J'avais un 9 touches, une brique que j'avais acheté juste pour l'occasion parce que je voulais pas être déconcentré. Donc voilà. Alors moi, du coup, j'ai pas fait les mêmes horaires au S5 qu'au S2. C'était plus léger le S2 que le S1. Bah, parce qu'en fait, c'est différent, mais le S2 est plus léger, donc on peut se permettre de faire un peu moins d'heures. Au S1, bah, moi, pareil, j'ai fait la pré-rentrée et j'ai commencé à fond dès la pré-rentrée. Il n'y a pas eu trop de transition entre la pré-rentrée et la vraie rentrée parce que j'ai travaillé la même chose. Et moi, j'ai pas augmenté la dose petit à petit. J'étais à fond dès le début. J'ai fait le même nombre d'heures du début à la fin du semestre. Et je me levais vers 6h30. Après, je taffais jusqu'à 1h30. Donc, je faisais 7 heures sans pause. Après, je prenais une pause le midi, donc 1 heure ou bien une demi-heure si j'avais pas eu le temps de finir ce que je devais faire le matin. Et le matin, souvent, c'était les nouveaux cours parce que j'étais bien, donc j'avais le temps et tout. Et l'après-midi, après, de 1h30 à 4h30, je faisais pendant 3 heures mes J. Après, je prenais une petite pause. Des fois, quand j'avais le temps, je prenais une demi-heure. Je reprenais à 5h jusqu'à 19h, mes J. Après 19h, je faisais une pause d'1 heure pour aller manger, me doucher, tout ça. Et après, je reprenais de 20h à minuit et plus, si j'avais pas fini. Je faisais des révisions. Et là, c'était plutôt des exercices parce que j'avais le cerveau en bouillie, donc exercice. Et au S2, j'étais beaucoup plus light. C'était plus du 7h, 23h, 7h, 22h, ça dépendait des fois. Avec toujours 2 pauses, une pour manger le midi, une pour manger le soir. Et dans l'après-midi, une petite pause d'une demi-heure si je voyais que j'avais le cerveau en compote, on va dire. Voilà. Ok, et du coup, moi, je me levais assez tôt, je me levais à 4h du matin. Je commençais dès le réveil par faire des matières à réflexion. Donc, dans ma fac, c'était biostat, biophy. Comme ça, je savais que c'était fait et ensuite, on n'en parlait plus pour le reste de la journée. Donc, c'était les choses que j'aimais le moins. Je les faisais au début. Ensuite, à 9h, j'allais en BU. On mangeait en gros à 11h30, on mangeait assez tôt. Et ensuite, je rentrais chez moi vers 17h. Et là, je me faisais encore 2 ou 3 heures de boulot. Et je me couchais à 21h. Personnellement, je travaillais beaucoup au début du semestre. Parce qu'en fait, je m'étais dit, genre, que tu travailles beaucoup ou peu au début du semestre, de toute manière, tu seras fatigué à la fin. Et du coup, au début du semestre, il y a plein d'énergie. Genre, tu découvres des nouveaux cours, tu découvres des nouvelles choses et tout. Enfin, moi, j'avais super envie de travailler. Du coup, je me suis dit, bah, tant que j'ai envie, autant le faire. Et du coup, je travaillais beaucoup au début du semestre. Et ensuite, je diminuais. Genre, en période de révision, j'étais à peut-être 9-10 heures par jour. Donc, moins qu'au début. 31, juste début du semestre. Bon, j'allais à la pré-rentrée, j'allais à la fac, etc. Ma motivation, enfin, dès que j'étais trop longtemps dans le même endroit, genre à la BU ou chez moi, bah la motivation, je l'ai plus.
Du coup, j'essaie quand même de bouger quand je sentais que j'avais des petites baisses de motivation. Après, je faisais les horaires classiques de la BU quand j'y allais, c'est-à-dire 8h, 22h, avec 1 heure de pause pour manger le midi. Après, devait y avoir 20 minutes de pause toutes les 2 heures, chronométrée, parce que sinon je restais bloquée dehors. Quand je travaille chez moi, enfin, ça c'est plus vers la fin de la P1, et ça c'est toute ma lasse. Je faisais plus des horaires type 5h, 23h, avec 1 heure de pause et 20 minutes de pause encore entre les deux. C'était pas la meilleure idée du monde, je précise, de faire des horaires comme ça. Mais il y a un truc, je suis d'accord avec Ricky, c'est les horaires de ouf. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas rogner sur le temps de sommeil, parce que c'est ce que j'ai fait au S5, j'ai pas refait au S2. C'est-à-dire que quand j'avais pas fini un truc, je me forçais à le finir au S1, quitte à finir à, je sais pas moi, 2h du matin. Sauf que le matin, quand tu te lèves à 6h et que tu as dormi 3 ou 4 heures, tu t'endors sur tes cours le matin, tu n'arrives pas à apprendre, tu lis 5 fois la même phrase, tu retiens rien. Et du coup, ça m'a valu une petite addiction à la Red Bull que j'ai conservée maintenant. Voilà, les boissons énergisantes. Et du coup, ouais. Bizarre, j'ai la même. J'ai la même addiction. Et maintenant, du coup, au S2, ce que je faisais, c'est que j'avais fini ou pas, à 23h, j'allais me coucher pour avoir mes 8 heures de sommeil. Et au final, j'ai quand même j'ai eu des notes qui ont augmenté au S2 parce que je dormais plus et que j'étais du coup plus productive. J'avais pas besoin de passer 2 heures sur un cours, j'ai passé que 1 heure. Donc, Ouais, vraiment, vraiment, c'est il faut bien super. dormir. En fait, il faut caler son travail sur son nombre d'heures de sommeil. Si tu as besoin de 9 heures de sommeil, ça sert à rien de trop travailler. Il faut respecter tes heures de sommeil. Pour moi, c'est vraiment la chose à retenir. Clairement. Quand vraiment vous fassiez un réveil même en fonction de vos cycles de sommeil, c'est-à-dire allez pas vous réveiller en plein milieu d'un cycle parce que vous allez vous sentir claqué. Donc vraiment ce que je faisais moi c'est que je regardais l'heure à laquelle je me couchais et puis il me fallait 8h30 de sommeil ou 9h, un truc comme ça, moi c'est même 10h des fois je suis un gros chat et du coup je mettais vraiment par tranche de 1h30 et je me réveillais jamais en milieu de cycle. Vraiment c'est une aberration de faire ça et vous allez juste vous sentir claqué. Donc Clairement. privilégiez le sommeil. Je voudrais rebondir sur 2 choses, même 3 peut-être. Je trouvais que Peki t'a dit un truc super intéressant et pourtant avec une voix qui était contre ce que tu disais. Tu bougeais quand ta motivation baissait. C'est-à-dire, en fait, tu te connais, à un moment, tu es chez toi, tu arrives pas à bosser, tu dis: «OK, là c'est mort», tu files, tu vas à la BU ou ailleurs. C'est ça? C'est ça, faut se connaître un peu, savoir ses limites, voire mentales, sociales, etc. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, vous avez des amis qui sont dans un truc un peu plus chill que la passe, évitez d'aller à la BU régulièrement avec eux, parce que j'avais pas des amis, je crois je sais plus ce qu'ils faisaient, je crois que c'était en cuisine, et ils venaient à la BU, je sais pas pourquoi ils venaient à la BU, mais bon, au bout d'une heure, ils allaient chez nous et ils voulaient aller boire un verre, et bon, t'as tous tes amis, tu te dis, bon, c'est pas grave, je travaille 2 heures, j'y vais, donc faut savoir se connaître. Et deuxième truc, docteur Pinelli, toi, je le sais, tu travaillais aussi en équipe, ce qui était un gros moteur. Ouais, Tu peux en totalement. parler vite fait? Écoute, ouais, travailler en équipe, pour moi, ça a été ce qui m'a permis de réussir. Bien entendu, chacun est différent. Je sais qu'il y en a plein, plein qui réussissent en étant seul. Moi, je déconseille, en tout cas, si tu as du mal à travailler seul et tu as du mal à te concentrer seul, je déconseille de travailler seul parce que forcément, tu craqueras plus facilement. C'est des rythmes de travail qui sont très, très durs, la passe quand on sort du lycée. Donc si tu trouves une équipe qui te tire vers le haut, franchement, ça t'aidera énormément. Personnellement, je travaille avec mes 2 meilleurs amis et on se tirait tous vers le haut et c'est ce qui nous a permis de réussir. Jamais on n'aurait imaginé réussir tous les 3 en même temps. Et au final, je suis arrivé à une place d'écart avec mon meilleur ami, donc pour montrer à quel point ça permet de réussir, voilà. Au contrairement à ça, ma copine, elle, qui était toute seule, qui avait réussi la passe toute seule. Donc voilà, chacun un peu sa méthode. Perso, je conseille pour la grande majorité des gens, ceux qui ont du mal à travailler seuls, à se trouver une équipe, à se trouver des amis qui les tirent vers le haut, parce qu'on peut vite aussi se faire tirer vers le bas et tous rater ensemble. Le sport, les activités que vous aviez en fait en terminale, est-ce qu'il faut les abandonner ou il faut les conserver? Je pense qu'il ne faut pas les abandonner, mais dans la grande majorité, il faut réduire ça. Si vous étiez des grands sportifs, va falloir réduire parce que forcément, vous ne pouvez pas empiéter votre temps de travail avec le temps que vous faites du sport. Moi, j'ai tout arrêté et je regrette un peu parce que ça libère des endorphines, le sport, ça vous permet de vous aérer l'esprit et d'avoir un peu de la tête ailleurs. Je trouve que c'est un bon compromis parce que des fois, je faisais des pauses, mais passer ton temps sur ton smartphone pendant une demi-heure l'après-midi, c'est pas top. Il vaut mieux aller faire une marche ou un petit footing, ça te libère l'esprit au moins. Mais oui, c'est sûr qu'il va falloir réduire si vous faites des horaires de ouf en sport, quoi. Soline, toi, tu faisais du cirque ou pas à l'époque? Du coup, je faisais du cirque, donc c'était un peu ma seule pause de la semaine. C'était le samedi après-midi, je me prenais 3 heures pour aller au cours de cirque. Après en période de révision, j'y allais qu'une seule heure sur les 2. Après, vous adaptez selon ce que vous sentez. Est-ce que vous pouvez prendre la pause ou est-ce que vous estimez que
là, vous devez vraiment bosser. Et aussi, moi, c'était vraiment les loisirs autres, par exemple. Je sais pas si vous êtes fan de Formule 1, bah, prenez votre dimanche après-midi pour regarder un Grand Prix. Enfin, vraiment, ne pas arrêter de faire les choses qui nous font plaisir. Et moi, du coup, au S2, je suis partie à Montpellier pendant 3 jours, parce qu'il y avait des championnats du monde de patinage et que je voulais vraiment pas les rater. Genre, c'est une fois tous les 10 ans en France. Et vraiment, je voulais vraiment y aller. Donc, j'y suis allée, j'ai pris 3 jours de vacances au milieu du semestre et ça s'est bien passé. Et le doc? Bah ouais, moi je trouve ça très très important de continuer ses passions. Ça, je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Moi, je continue à faire 3 heures de sport par semaine. Je continue à sortir tous les samedis soirs, s'aérer l'esprit, se faire du bien, se sentir bien dans son corps aussi, parce que en passant là, on a tendance à se dénigrer déjà moralement. Alors si on commence à se dénigrer physiquement, c'est encore plus compliqué. Donc continuer jusqu'à, je pense, le sport pour moi, on peut continuer au moins 3-4 heures par semaine. Chacun en fonction de ses capacités, en fonction de son classement, bien entendu. Bah moi, je faisais pas mal de sport avant la passe. Je faisais du taekwondo. J'ai dû arrêter parce que c'était des horaires qui me convenaient pas trop. C'était 20h, 22h. Je me sentais pas de continuer. Mais je faisais pas du sport régulièrement. Mais dès que je sentais que j'avais besoin de m'aérer l'esprit, je sortais, je prenais mes baskets, j'allais courir et voilà, ça me faisait vraiment du bien. Je revenais, je me douchais, je révisais. Et ça fait du bien en fait. Vraiment, santé quand vous avez besoin de vous aérer, de faire du sport, vous ne fixez pas de limite. Après, si vous voulez faire du sport régulièrement, comme il l'a dit Dr Pini, vous pouvez, il faut que vous trouviez votre rythme. Ouais, je rejoins un peu plus après sur ce qu'elle dit. Il faut vraiment se connaître. Parce que pour le coup, moi au lycée, j'étais assez sportif, quoi. Je faisais un peu de la natation 2 fois par semaine. Et j'étais aussi, je faisais aussi du théâtre. Donc c'est vrai que c'est une passion qui prend aussi pas mal de temps, parce qu'il faut apprendre des textes. Et c'est vrai qu'en P1, on a déjà assez de choses à apprendre. Et en fait, contrairement aux autres, je me suis je me suis matrixé en P1. C'est-à-dire que ça me dérangeait pas de pas faire de sport. J'ai pris 8 kilos, mais autant vous dire que ça me dérangeait pas non plus de voir mon reflet dans la glace comme il était. Tant que je réussissais mes QCM, ça m'allait. Quand j'avais un petit coup de mou, que j'avais un peu la flemme, ou que j'étais pas assez réveillé, je sortais, je me faisais 30 minutes de marche dans le parc à côté de chez moi. J'appelais un ami, et puis on se voyait, et puis je commençais ma journée, quoi. Sachez que si vous avez besoin d'une pause à tel moment, faut la prendre. Et puis, faut s'écouter. Tout simplement. Moi, perso, j'aurais plus de remords de me dire que je suis parti faire du sport, ou que je suis parti faire autre chose, plutôt que d'être en train de travailler, alors que j'avais les capacités de continuer. Et puis pour quelqu'un d'autre, il y a besoin d'un équilibre sportif, voilà. Moi, je peux rebondir sur ton truc. Ça dépend. C'est qu'en passe, on se met beaucoup de remords dès qu'on fait autre chose que réviser. On se dit, ah putain, je pourrais faire ça, là, je suis en train de manger, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je mange, alors que je pourrais être en train de réviser. Ça, c'est vraiment un truc horrible. Externat, c'est différent. Ouais, c'est un peu différent, ça reviendra, t'inquiète pas. Du coup, en passe, on se met beaucoup de limites mentales. On se dit, ouais, ce temps-là, je pourrais le passer à réviser, ce temps-là, je pourrais le passer à réviser. Au final, dites-vous que vous allez trouver votre équilibre. Il faut se détendre parce que ça peut vraiment faire souffrir les gens. Donc, il y a des temps pour réviser, il y a des temps aussi pour se détendre et qui vous permettront de mieux réviser après. Voilà, faut trouver un équilibre. Ok, je pense que c'est complet. Rien qu'on aborde la question fatidique, prépa, en note prépa. Pour ça, je vais interroger 2 étudiants là, qui ont pris une prépa. Et on va finir par Pascaline. Donc, on va commencer par le plus pro prépa. Allez, Dr Finelli, on t'écoute. Ensuite, ça sera Soline. Et ensuite, ce sera Pascaline. À vous après de faire votre propre idée. Moi, pro prépa, c'est ce qui m'a énormément permis de réussir. Voilà, je travaillais que sur les fiches de la prépa. Je n'avais qu'au cours de la prépa. Parmi toute ma promo, 284 admis, je crois qu'il y en avait 85% qui étaient dans ma prépa. Donc voilà, ça m'a énormément aidé. J'ai des amis, bien entendu, qui ont réussi sans prépa. Mais personnellement, voilà, c'est ce qui m'a permis de poser un cadre, d'avoir des cours qui étaient clean et de pouvoir me comparer aux autres parce que voilà, tu fais des concours blancs, tu es dans une ambiance quand même assez compétitive en prépa. Si tu aimes bien la compétition, ça va te pousser vers le haut. Donc voilà, personnellement, pour la prépa. Moi, c'est un peu délicat parce que du coup, j'avais une prépa, j'ai bossé uniquement avec mes fiches de prépa. Je faisais les EB, les examens blancs du tutorat, parce que tu avais souvent plus de personnes qui participaient, donc c'était cool de pouvoir se situer parmi une plus grande partie de la promo. Mais après, je pense que c'est un peu cher pour ce que c'est et qu'on peut largement réussir sans, du coup, parce qu'il va mieux vous en parler. Mais les tutorats, ils se développent de plus en plus et selon vos facs, il y a vraiment des facs maintenant qui ont un très bon tutorat. Après, ce qui est délicat avec le tutorat, c'est que c'est vraiment dépendant des étudiants qui en font partie. Et par exemple, là, du coup, moi, actuellement, je suis au tutorat de ma fac et je vois très bien que quand on est en période de révision, on est beaucoup moins à disposition des B1. Genre, par exemple, parfois, ils posent des questions et on peut juste pas leur répondre parce que nous-mêmes, on a trop de choses à faire.
Et c'est vrai que ça, du coup, vous n'avez pas ça dans les prépas. Genre, les prépas, elles sont vraiment faites entièrement pour vous et elles se dédicacent entièrement à vous, alors que le tutorat, bah, c'est vraiment des étudiants qui ont leurs études à côté, des choses à faire, etc. Bah moi, du coup, j'ai réussi sans prépa. Et en fait, dès le début, je m'étais dit que je n'allais pas forcément prendre de prépa parce que déjà, je trouvais ça cher pour ce que c'était. Et que surtout, je voyais pas ce que ça allait m'apporter de plus parce que j'avais déjà prévu de réviser sur les cours des profs. J'avais trop peur des fiches de prépa parce que je me suis dit à tout moment, il y a des erreurs ou ça faisait trop peur. Du coup, bah, j'ai révisé directement sur les cours. Et au-delà de ça, moi, j'habite très loin de la fac. Donc, pour me rendre aux locaux de la prépa, c'était trop compliqué. Donc, si je payais pour même pas pouvoir me rendre aux examens, etc., ça n'avait rien du tout. Et aussi, bah, moi, je faisais les examens blancs de tutorat. Donc, le tutorat, lui fait, il est vraiment exceptionnel. Enfin, il est trop, trop bien. Les examens blancs, il y a pratiquement toute la promo qui y vont. Donc, c'est vraiment hyper représentatif. Et il y a un forum qui est hyper actif. Et personnellement, j'ai toujours eu une réponse dans l'heure sur le forum. Que les étudiants soient en révision ou pas, il était hyper disponible. Limite, ils s'intéressaient plus au P1 qu'à leurs propres examens à eux. Donc, c'était vraiment top. Et puis, vous avez des fiches aussi du tutorat. Mais moi, après, je n'ai pas forcément utilisé. J'ai une mémoire assez visuelle. Du coup, bah, je retenais bien le cours du prof une fois qu'il me le montrait. Et il fallait que je révise sur le même support. Sinon, après, j'étais un peu déboussolée. Donc, vraiment, top, top. Tutorat de l'UP. Ok, je voudrais rajouter 2 choses avant de laisser la parole à Mohamed et Afra. Vous aurez des erreurs à la fois sur les fiches, bref, ou des QCM ou quoi, que ce soit sur votre tutorat ou votre prépa. Et c'est des étudiants, enfin bref, qui les font, etc. Il y aura des erreurs. Ok. La prépa va peut-être être plus réactif pour les corriger, peut-être. Voilà. Et autre chose, il y aura aussi des retards aussi dans les actualisations, que ce soit que vous ayez pris une prépa ou pas. Et ça dépend des prépas et ça dépend aussi des tutorats. Et ça, c'est un point qui est important, c'est que là, vous avez des étudiants qui sont à UP, enfin à l'Université de Paris et à la Sorbonne, et les tutorats sont quand même bien développés. Je sais qu'il y a des tutorats dans d'autres villes qui sont bien développés, comme par exemple Nice, enfin bref, mais le tutorat n'est pas développé dans toutes les facs. Et c'est vraiment important de faire votre petite enquête, mener votre enquête tranquillement dès maintenant, avant d'être dans le rush de la pré-rentrée. Mohamed Afra et Priki, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ok, bah comme Pascaline, moi non plus, j'ai pas pris de prépa à l'UP. Au S1, je me basais pas mal sur les supports du tutorat et puis au S2, beaucoup moins. Vraiment, j'étais focus sur les polis des profs. Bah, ce que je dirais, c'est que la prépa, c'est bien. Enfin, si vous pouvez vous permettre ou autre, je cracherai pas sur la prépa. Ça permet d'avoir un encadrement, etc. Mais néanmoins, si vous sentez, vous pouvez très bien réussir sans. C'est vraiment, faut poser le pour et le contre. Je dirais pas qu'il y en a un mieux que l'autre. Ce que je reproche un petit peu au tutorat, pour avoir à la fois été au tutorat de ma fac, tuteur, quand vient me prépa, tout ça. Le tutorat, le problème, c'est que souvent, un esprit carabin qui se cache derrière, même si les tutorats sont très sérieux, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a souvent cet esprit carabin qui ressort dans les annales, dans les QCM qu'on retrouve, et c'est ce qui m'a un petit peu rebuté les fois où j'ai voulu un peu travailler sur les supports du tutorat. On a des étudiants qui sont au tutorat, qui sont souvent toujours très passionnés par la matière qu'ils essaient de transmettre aux P1, mais qui malheureusement parfois sont un petit peu trop poussés dans les détails de l'enseignement, et du coup l'apprentissage va être différent que si j'apprends sur les fiches de prépa, parce que en tutorat on va avoir un apprentissage qui va être plus holistique, j'ai l'impression, avec des QCM qui seront assez originaux par rapport aux QCM posés par les profs, même si on vous donnera des QCM d'anal. Tandis qu'en prépa, même les QCM qui ne sont pas des QCM d'anal restent des QCM inspirés de la psychologie du prof et écrit par des profs spécialistes du prof aux questions de la fac depuis moultes années. Pour ce qui est de la prépa de notre côté, on a aussi des étudiants qui travaillent en prépa. Hein. Faut pas croire que la prépa, elle est indépendante des étudiants. C'est toujours des étudiants en santé qui sont derrière en fait les fiches que vous allez recevoir. Elles sont relues par des profs, mais c'est toujours des étudiants. Donc il y a aussi, peut-être que ça c'est moins ressenti, Soline, je sais pas, en prépa, mais il y a aussi des baisses de régime du côté des étudiants qui travaillent pour la prépa en période de révision des P2 et des T1. Donc, ce que je dirais, si on se base d'ailleurs sur les chiffres, hein, en fait, c'est une perte de chance. Si vous avez l'oseille, de l'argent à mettre dans la prépa, c'est honnêtement une perte de chance que de ne pas prendre la prépa. Et ce serait honnêtement bête de se dire que c'est trop cher pour le retour sur investissement que c'est si on réussit, en fait. Et je sais que pour ma part, des amis à moi qui ont sollicité l'aide de leur ville, par exemple, c'est la prépa. Il y a des prépas également qui proposent des offres boursiers. Donc, la prépa, je pense que c'est quelque chose qui est important
d'essayer d'avoir et que l'argent ne doit pas être un frein. Donc, si vous avez des soucis d'argent, n'hésitez pas à vous adresser à la prépa que vous voulez solliciter. N'hésitez pas à vous adresser à votre ville, à la région, à des instances qui peuvent vous aider parce que c'est un plus. Bon, bah, comme ça, vous avez pu voir un panel d'étudiants avec des niveaux un peu différents sur ces réponses. Je trouve que c'est intéressant. Plus vous y réfléchissez tôt, tranquillement, mieux c'est en fait. Et puis peut-être que si vous vous réveillez en fin août, est-ce que j'ai une prépa, pas une prépa, c'est un peu tard, mais commencez dès maintenant tranquillement, sans vous précipiter. Si vous voulez des infos sur le nom de laquelle prépa a pris telle personne, vous leur demandez en MP, mais sinon on donne pas de nom ici. Non, ce que je voulais dire, c'était que oui, peut-être qu'ils ont 70% des étudiants en deuxième année ont pris une prépa, mais 70% des étudiants qui ne sont pas en deuxième année ont pris une prépa. Vu que Ouais, ça reste un concours, quoi. les étudiants ont pris une prépa. Donc en vrai, voilà, essayez vraiment d'avoir ça en tête. C'est vrai que la prépa, c'est aussi très territoire dépendant. C'est d'un endroit à l'autre, la prépa, elle sera pas, le leader ne sera pas le leader partout. Et, voilà, et les petites prépas peuvent être plus performantes dans tel ou tel lieu, et les prépas peuvent toutes se valoir sur un territoire. Faut vraiment aller aux portes ouvertes. Ce que je conseille, c'est d'aller aux portes ouvertes et pas vous laisser embrigader par des discours de mecs qui vont vous dire non, mais c'est cette prépa la meilleure. Le but, c'est pour y arriver, que vous vous sentiez à l'aise. Qui voulait avoir Il y a des questions sur tutorat versus prépa, enfin des gens qui savent pas ce que c'est. Donc en gros, le tutorat, ça va être des étudiants de principalement deuxième, troisième année qui vont t'aider à réussir ton année, mais du coup qui le font bénévolement, qui sont pas payés, genre qui sont en partie financés par la fac pour la plupart des tutorats, je pense. Alors que la prépa, ça va être un truc qui est assez cher. À Paris, ça tourne autour de 5 500 € l'année. Et du coup, là, c'est aussi fait par des étudiants, mais beaucoup plus régulé, genre c'est relu par des profs, il y a des cours donnés par des profs, etc. Ah oui, c'est fait par des profs, en grande majorité. Il y a des étudiants aussi qui travaillent au prépa. Oui, il y a les étudiants, ils travaillent, ils organisent un peu le travail, mais ceux qui vont donner des cours, ceux qui vont élaborer les QCM, etc., c'est grandement des profs agréés, etc. C'est pour ça qu'ils sont fiers, quoi. Ouais, et puis c'était une direction pédagogique le plus souvent qui a beaucoup d'expérience dans l'enseignement, tout ça, donc ouais, ils sont assez. Mais c'est vrai qu'ils relèguent pas mal aussi aux étudiants. Mais ça reste. Moi, je pense qu'il faut faire son choix. En fait, c'est vraiment personne dépendant. C'est-à-dire, si vous savez vous encadrer, vous savez vous gérer et que vous savez vous discipliner et comment apprendre, je pense pas qu'une prépa ce soit utile. Vous pouvez très bien réussir sans. Après, si vous préférez avoir des cours par des profs, être avec un esprit un peu d'équipe, avec votre petit groupe en prépa, c'est mieux de prendre une prépa. Mais il faut pas prendre une prépa parce que tout le monde en prend une et qu'on vous dit que vous allez jamais réussir sans. Il faut vraiment prendre vos besoins à vous. Et avant de l'apprendre, il faut vous connaître vous et votre méthode de travail, quoi. Comment dire, ils vont dire que n'allez pas en cours, ça sert à rien, vous avez vos fiches, gagnez du temps, etc., etc. Ils jouent un petit peu sur ce système-là aussi. Ça, c'est vrai. De toute façon, ouais, donc c'est vraiment un choix que vous devez faire. Et n'hésitez pas à contacter des étudiants qui ont pris une prépa ou pas en fonction de... Si vous avez des questions, peut-être que ça va vous aider un petit peu à prendre une décision. Je crois qu'on a pas mal parlé de ce sujet, mais c'est un sujet phare quand même. Et c'est vrai que c'est un ticket, quoi. C'est entre 5 et 8 000 €. Pour puis 5 500, c'est sans la pré-rentrée. Si tu as les euros, tu te rends les euros. Ça monte vite. Après, si vous ne luttez pas, que vous n'avez pas trop de sous, quoi, peut-être que la pré-rentrée, vous pouvez prendre celle du tutorat et après prendre la prépa après. Et puis les euros, peut-être que le tutorat, ça suffit. Voilà, donc toutes ces choses-là sont évidemment fac dépendant, personne dépendant. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, il y a plein de vidéos sur le sujet. Il y a plein de témoignages, donc allez-y, faites-vous votre idée. Comment on fait pour travailler 10, 12, 14 heures par jour? C'est de l'entraînement. Ça vient pas comme ça. T'es pas productif dès le premier jour. Tu te dis, allez, c'est bon, aujourd'hui, je travaille 14 heures, je suis productif. Non. En fait, plus tu vas travailler, plus tu vas apprendre à travailler, au final, tu te rends compte que ça va passer très vite. Au début, les heures, elles vont passer peut-être un peu plus lentement. Et puis, au final, tu te rends compte que tu arrives à travailler. Et plus tu travailles, plus tu as des bons résultats, plus ça va te pousser à travailler. Donc voilà, il faut bien se mettre dès le début dans le travail. Comme ça, vous mettez direct dans la boucle et là, après la boucle, elle est automatique. Ouais, c'est ça, la notion du temps, de la routine, c'est un truc, c'est vraiment un life hack. En fait, quand tu es en P1 et que tu passes du temps sur un cours, tu vois même pas le temps passer. Si tu prends plaisir à travailler, si tu visualiser, c'est hyper important. Tu visualises là où tu veux être, tu fixer des rêves comme ça. J'avais un mur avec des post-it, des photos de je sais pas quoi, de la pitié, des charcots, du délire.
mais qui faisait qu'en fait, c'était le truc passion où tu te dis, allez, je vais le faire pour ça, peu importe le nombre de temps que ça va me prendre. En fait, on se matrix, on se met dans une bulle, et en fait, vous dites pas que c'est votre première année de fac, dites-vous que c'est la paix, hein. C'est tout, c'est une parenthèse dans votre vie, vous mettez tout de côté, vous vous dites que votre priorité principale, c'est le travail, que oui, bah, je suis désolé, les réunions de famille jusqu'à pas d'heure, bah non, désolé, je viendrai plus, les amis qui sortent tout le temps, bah désolé, c'est dur. C'est très dur quand on a une grande famille, c'est très dur quand on a beaucoup d'amis, c'est très dur quand on a même, je sais pas comment tu as fait, Luc, mais moi, par exemple, j'aurais pas pu être en couple pendant cette année-là. Vraiment, tu vois? Mais après, Là, ma copine actuelle, c'est pas celle que j'avais en P1. En P1, ça a marché 3-4 mois après, ça s'est terminé. ouais, tu vois? C'est vrai que c'est très, très dur, c'est très, très dur de pas se focaliser que sur soi. C'est très dur de pas être Ouais. égoïste en P1. Et pour rebondir sur ça, moi, c'était un peu l'inverse. En fait, pendant toute l'année, je me disais, bah, juste là, j'essaye et au pire, je rate et juste, c'est pas dramatique. Et au final, peut-être que c'est pas forcément fait pour vous parce que le concours, il sélectionne bien sûr sur vos connaissances, mais au final, l'année, elle sélectionne aussi sur la manière dont vous allez gérer la pression parce qu'au final, il y a la première année, mais il y a aussi ce qui suit. Et si vous n'êtes pas capable de soutenir la pression en première année, bah, vous ne serez pas capable de le faire par la suite. Et aussi, vous pouvez rater et sans que ce soit dramatique et juste se dire que bah, ces études ne sont pas faites pour vous et vous allez vous réorienter et découvrir d'autres choses et vous allez vous épanouir là-dedans. Je suis pas d'accord pour le coup avec toi. Il y a plein de gens qui ratent, qui peuvent rater, que ce soit outre raison que c'est pas forcément qu'ils sont pas faits pour ça. C'est juste que bah, la marche entre le lycée et la paire est hyper compliquée. Et moi, quand je vois des étudiants qui sont pris une auguste en passe et qu'au final, ils deviennent majors de l'AS, enfin, c'est pas que c'est pas bon, ça c'est juste, ils sont pas adaptés en passe, quoi. Ouais, c'est pas votre C'est but. dur qui Prendre cette année comme une fatalité et pas se mettre trop de stress. Enfin, je sais que moi, j'étais assez chill, j'étais pas vraiment stressée, genre j'étais pas stressée du tout. Genre juste je me disais au pire je rate et c'est pas dramatique. Soit je me réorienterais, soit j'irais en last et je tenterais autre chose, ou je retenterais d'une autre manière, mais juste pas avoir cette année comme une fatalité. Bon, Soline qui dit elle est chill, c'est la seule que je connais dans le monde entier. Ouais. Et c'est 2 mois d'été, hein. Ouais, Et ça fait un. c'est vrai que quand en réalité, c'est vrai que pardon pour ma part, j'avais beaucoup de mal à écouter les conseils des très très bons et j'avais plus d'aisance à m'identifier. Désolé, Soline, mais j'avais plus d'aisance à m'identifier à un référent qui avait à peu près les mêmes notes que moi parce qu'on se comprenait et je voyais qu'il y avait peut-être une méthode que je pouvais un peu plus calquer sur ma manière de fonctionner. Pas que le top 10, par exemple, soit inaccessible. C'est vrai qu'il faut essayer de prendre les conseils, parce que tous les conseils sont bons, hein, mais de prendre les conseils des personnes qui nous ressemblent dans leur manière d'être et dans leur manière de travailler, de kiffer sa première année. Est-ce que les profils littéraires sont pénalisés par rapport aux profils scientifiques? Ça dépend, hein. Franchement, moi je trouve que t'es Bah, pénalisé. non, en fait, quand même. si t'es un pur littéraire, que tu sors d'une L, que tu vas faire médecine, que t'as pas de notion en biophie, enfin que t'as pas de notion en physique, que tu sais pas ce que c'est de la mécanique, ou que tu sais pas ce que c'est de la SVT et compagnie, ou que même t'as jamais kiffé faire ça en fait. Bon, à part Didier Raoult qui vient du littéraire, mais son père était médecin. Enfin, je veux dire, il y a des exceptions quoi. Mais Ouais, mais c'est ça. Pour moi, si tu fais pas de la physique, de la chimie ou des maths, tu vas être pénalisé, comme il avait dit Constantin, au niveau Parcoursup et après au niveau passe parce que tu n'auras Oui. pas les bases. Voilà, dans tous les cas, voilà, si mais vous c'était un faites pas, profil. le profil de base, vous êtes pénalisé. Dans tous les cas, ouais, pas comme ça. On le comprend un peu différemment. Tu peux être un profil scientifique, genre avoir 14-15 de moyenne en maths, tout ça dans tes mineurs. Mais ça, c'est un peu vrai contre ancien bac. Par exemple, avoir des très bonnes notes en langue. Par exemple, moi, j'avais option théâtre, des 20 sur 20 en langue, pareil en français, tout ça. Donc, profil très littéraire, mais très scientifique quand même, tu vois. Donc, si c'est ça ta question. Là, vous parlez du pénalisé. parcours passe. Enfin, vous parlez de la passe parce que là, et si vous prenez une majeure plus littéraire, du coup, bah non, au contraire. Parce que du coup, vous allez kiffer votre majeure, pardon, ça fait que je crois le contraire, et vous allez cartonner et vous allez être dans les meilleurs de votre promo. Donc en fait, Ouais, mais il faut quand même faire la mineure santé. Quoi. bien sûr, Ouais. mais allez, Surtout que la meilleure, là, à partir. Voici la plupart, enfin, ça change selon les packs, mais c'est des mineurs purs littéraires, ça vient, ils prennent en compte du coup enfin, faut pas juste valider du coup. Ça s'éloigne vraiment beaucoup de médecine, quand de la santé. Ouais, et puis il faut faire gaffe aux mineurs littéraires aussi, Mm. parce qu'on a tendance à croire que c'est de la littérature, mais c'est pas du tout de la littérature. Je voulais prendre une mineure littéraire parce que j'aimais bien ça,
Et puis en fait, j'ai vu la gueule du truc. En fait, c'est de la phonétique, des trucs ASCII, pardon, c'est des trucs vraiment embêtants, même pour ceux qui aiment ça. Et la sémantique, c'est vraiment pas du Flaubert, quoi. Donc, Tu parles de la mine en lettres de la Sorbonne. par exemple, ouais. Voilà. Et toi, Fra, toi, t'avais un profil plus littéraire ou pas? Alors, je me considérais comme scientifique et moins la littérature. Enfin, au lycée, en tout cas, j'avais un niveau assez équivalent partout. J'adorais les sciences, mais j'aimais bien les langues, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle profil littéraire. C'est-à-dire que, vu que j'avais fait un bac scientifique, j'étais pas forcément handicapée parce que j'avais les matières scientifiques. Mais c'est différent d'une personne qui n'a pas du tout fait de sciences pendant plusieurs années. Après, peut-être que tu voulais parler du fait que après mon lycée, je suis d'abord allée en L1 de droit, donc avant de me réorienter en passe, et j'ai ressenti le handicap entre guillemets, c'est-à-dire qu'en 1 an, on a le temps d'oublier des notions scientifiques. Donc en passe, des choses qui, en fait, si j'avais fait ma passe, enfin, du coup, ma PACES, juste après la terminale, ça aurait été super facile. Bah, j'avais oublié comment est-ce qu'on dérivait, etc. Donc, ça revient. Mais c'est des choses qui prennent plus de temps. Donc, oui, je dirais que si on a un profil littéraire, on part un petit peu handicapé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir. C'est un fait, on part handicapé, mais à vous de mettre les bouchées doubles, d'essayer de combler vos lacunes pour réussir. Et par exemple, en dentaire, avec moi, je connais 2 copines qui étaient en bac ES. Donc pour le coup, qui avaient, voilà, à part les maths, il n'y avait pas d'autres matières scientifiques. Enfin, bon. Et qui ont été grand admises. Tous les Mais profils voilà, peuvent réussir, mais certains sont avantagés. Voilà, ça, voilà, c'est faut ça. pouvoir retenir. Et Ouais. encore, ça dépend des Puis, facs. oui, des facs, c'est ça. Ça dépend des facs. En fait, il y a des facs, par exemple, je sais pas quelle fac, mais il y a des facs où ça sera beaucoup moins scientifique qu'à l'UP ou qu'à la Sorbonne, par exemple, et où vous allez avoir beaucoup de matières à par cœur, et où en fait, au final, l'histologie, ça s'apprend. L'embryologie, ça s'apprend. Tout s'apprend, et au final, c'est comme si vous appreniez n'importe quel cours. Donc en fait, n'importe qui peut y arriver s'il a la rigueur méthodologique derrière. Et le truc, c'est que souvent, les élèves qui ont fait des sciences au lycée ont plus l'habitude de travailler régulièrement que les autres, je crois. Quels seraient des conseils que vous pourriez donner, je crois, conseils aux futurs P1, que ce soit LAS ou PASS? Peut-être un peu reprendre des conseils qu'on a dit au cours de slide. Je dirais premier conseil, se reposer. Voilà, c'est important de respecter son quota de sommeil parce que sinon vous ne serez pas productif, vous serez comme des zombies en train d'apprendre et vous ne serez pas efficace. Également, je vous conseillerais, si vous pouvez faire en fait aussi des micro-siestes. Ça, c'est vraiment mon conseil, les micro-siestes. Au cours de la journée, dès que vous sentez vraiment que vous avez un coup de mou ou vraiment le coup de barre, vous trouvez le coup de barre du début d'après-midi, vous faites une petite sieste de 10-15 minutes avec un réveil. Ça va vraiment vous aider parce que voilà, c'est des journées très longues, on doit tenir, réaliser une charge de travail monstrueuse. Donc, vous serez fatigué. Enfin voilà, ce serait vous mentir de vous dire que vous serez en pleine forme, mais il faut s'armer et respecter ses besoins, savoir s'écouter. Ouais, moi, conseil, faut apprendre à gérer l'anxiété parce que c'est un gros facteur qui fait que les étudiants abandonnent. Moi, je vois beaucoup d'étudiants qui sont forts, qui ont des grosses capacités, qui se mettent direct à beaucoup travailler, mais voilà, qui ne ratent parce que, comme l'a dit Priki, elle a fait une dépression. Moi, pareil, en passe, j'ai fait une très grosse, je faisais que des crises anxieuses, j'ai fini à l'hôpital. Donc, apprenez à gérer votre anxiété, à vous écouter mentalement. Moi, je me disais, ouais, si là, t'es pas anxieux, là, tu t'en fous, c'est les faibles qui font les crises de panique. Au final, je me suis bien pris ça dans la gueule. Donc, faites des choses qui vous plaisent en dehors, faites du sport si ça peut vous permettre de diminuer votre anxiété. Continuez à sortir. Voilà, il n'y a pas que les cours, même si c'est très important de s'impliquer à fond. Il faut aussi s'écouter, ralentir le rythme quand vous en avez besoin. Et puis voilà. Moi, mon conseil, c'est vraiment d'y croire, en fait, d'y croire jusqu'au bout et de mettre tout ce que vous pouvez mettre, en fait, en votre pouvoir pour y arriver et sans stresser, en fait. Moi, je crois beaucoup au Mektoub, donc ce qui va vous arriver, c'est ce qui va vous arriver. Si vous devez le faire, vous allez y arriver. Et dans tous les cas, en fait, si vous faites tout le nécessaire pour le faire, si vous y arrivez pas, c'est
c'est comme ça et si vous vous acharnez et que même après 2, 3, 4 ans, vous n'y arrivez toujours pas, peut-être que c'est pas ce qui est fait pour vous et que vous vous épanouirez autre part et si, vous travaillez tous les jours et que ça se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas stressé, vous êtes détente, vous vous dites: «OK, ça c'est mon emploi du temps, ça c'est ma routine que je me suis créée le matin, je me lève à 8 heures, je me couche à 23 heures. Peu importe ce que j'ai fait dans la journée, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à faire mes 3, 4 cours, 3, 4, 5, 6 cours, dans la journée». Voilà, on se concentre sur ce qu'on a à faire aujourd'hui, pas avoir la charge de travail monstrueuse qu'il y a derrière et pas avoir les enjeux, de, ma place dans l'univers. Est-ce que, ça veut dire, que j'ai raté ma vie? Non, rien à voir. Vraiment, vous vous concentrez sur ce que vous faites aujourd'hui et vous faites ce que vous avez à faire, après vous allez dormir. Vous vous réveillez et vous refaites ce que vous avez à faire et tous les jours c'est pareil. Voilà, c'est mon conseil. Moi, je dirais, il faut avoir de la motivation et de la discipline parce que quand vous n'êtes pas motivé, bah, si vous avez créé votre routine, vous allez suivre votre routine. C'est-à-dire que moi, je conseille d'avoir une routine un peu tout le temps la même chose parce que quand je n'étais pas motivée, bah, je me disais, bon, bah, de toute façon, je fais ce qu'il y a sur mon emploi du temps, il y a pas le choix, quoi. Et puis quand j'avais pas forcément l'envie de travailler, je me rappelais pourquoi je le faisais, ça me motivait. Et aussi, j'ai jamais pris la confiance, dans le sens où même si j'avais des bons classements au concours blanc, j'étais pas là en mode je suis trop fort, je suis trop forte. Non, je me disais à tout moment, tu peux arriver dernière. Ouais, personne personne se sent, prend la confiance en page. Voilà, mais vraiment, il faut pas se dire bon, j'ai des même au sein, il y a des personnes qui se disent bon, j'ai un bon classement, je peux me relâcher au S2. Et c'est comme ça qu'on perd facilement des places. Et aussi, je dirais, dernier conseil, il faut arrêter de culpabiliser pour tout et pour rien. C'est-à-dire que même moi, j'arrêtais pas de pleurer à une époque, en octobre, où j'ai fait aussi une dépression. Et en octobre, pendant vraiment 3 semaines, j'étais au bout. Et je culpabilisais de pleurer, quoi. J'avais pas le droit de pleurer, j'avais pas le droit de faire une pause. Et c'est OK des fois d'être mal, c'est OK de pleurer. Et faut juste savoir prendre l'émotion quand elle vient. Et après, OK, je pleure, je me calme et juste je prends une pause, je vais m'aérer et je reprends. Ça sert à rien de culpabiliser, en fait, d'être mal parce qu'au final, bah, c'est normal, on n'est pas des robots et personne peut travailler comme ça, sans pause pendant des mois et des mois, quoi. Faut savoir, se relâcher des fois, quoi. Voilà. Moi, je dirais s'y mettre dès le début, genre pas forcément à fond dès le début, mais juste pas se réveiller en octobre en mode ah bah il faudrait que je commence à bosser parce que c'est déjà trop tard. Et deuxièmement, s'entourer. Genre, je sais, enfin, personnellement, au début de l'année, c'était genre, ah, je veux rester toute seule toute l'année, je veux pas me faire des potes, je me ferai des potes en deuxième année. Et au final, c'est vraiment l'entraide qui va vous aider à réussir votre année. Genre, parfois, tu rates un cours ou des trucs comme ça et quelqu'un va te le dépanner. Et ensuite, toi, tu pourras l'aider. Enfin, vraiment s'entraider et ensuite réussir à plusieurs et se motiver à plusieurs aussi. Enfin, moi, j'allais à la BU tous les jours avec mes potes. Et bah, j'ai dit que je me levais à 4 heures, mais on se levait plusieurs à 4 heures. Genre, je l'aurais pas fait toute seule. On se levait, on mettait nos caméras, on travaillait ensemble. Et c'était vraiment motivant de faire ça avec ses potes. Force à tes potes hein, qui sont levés à 4 heures. C'est clair, c'est fort. Faut quand même savoir rester humble. Peut arriver à un moment dans l'année où vous sentez pousser des ailes parce que vous avez des bonnes notes, etc. Même pour l'âge de ou autre. Pour ceux, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, je vous l'annonce, la passe c'est un concours, donc vous n'aurez pas tous votre place en deuxième année. Pour ceux et celles qui échoueront, que vous finissez en LAS1 et LAS2, même si c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de rester motivé, surtout quand c'est plus de 9 mois, parce que bon, la passe, c'est long, certes, c'est 1 an, mais quand on doit faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., ça sert à rien d'aller vite. C'est pas une course de vitesse, médecine ou dentaire, c'est des études longues. Il faut savoir s'écouter, rester motivé, et c'est un marathon. Il ne faut pas se précipiter en donnant tout, en pensant qu'on est le meilleur, parce que c'est pas le cas. Et on va se prendre le mur. Voilà. J'ai pas forcément eu de grosses déprimes, mais je pense que c'est aussi peut-être la famille qui aide beaucoup, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où je me posais des questions, surtout des questions, et on se pose des questions, on me répète les questions, et on attend les résultats du concours blanc, et on se repose la même question. Donc heureusement, ouais, parfois j'ai pu dire un peu à mon père, à ma mère, et puis ils me rassuraient, quoi. Essayez de bien vous entourer, d'arriver à parler aussi d'autres choses que de la médecine avec vos familles, vos proches. Si vous avez de la famille qui est loin, qui ne comprend pas du tout aussi. Alors ça, c'est un sujet, on n'en a pas abordé. Mais des fois, il y en a qui savent. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la première année. Normalement, vous devez leur expliquer, papa, maman, en première année, je suis le roi ou la reine, je suis le prince ou la princesse, tu dois me faire à manger, tu dois... Voilà. Dans le meilleur des cas, c'est ça. C'est pas forcément facile dans toutes les familles. Et je sais qu'il y a même des étudiants qui partaient de chez eux parce que c'était le bordel. Ils allaient chez un oncle ou une tante pour bosser, ou alors à la BU, parce que c'est pas forcément facile.
essayer de trouver du réconfort auprès de gens qui vous aiment et qui sont bienveillants. Envie de dire, c'est, vous dites que vous avez réussi déjà, vous dites, oui, que travailler tant d'heures, détermination, discipline, et après coup, vous dites que vous avez chuté à certains moments et qu'il faut pas culpabiliser tout ça, ça fait super peur. Ouais, moi je dis ça parce que nous, justement, on a fait des erreurs, on s'est peut-être pas laissé aller au moment où on aurait dû. Et voilà, tu peux quand même très bien vivre ta première année sans faire de dépression. Moi, mon premier semestre, je l'ai excellemment bien vécu. J'ai juste mal vécu mon deuxième parce que j'ai eu des événements personnels. Mais si tu te prépares et si tu sais qu'il faut lâcher un peu de lest quand il le faut, c'est pour ça qu'on vous donne les conseils maintenant. C'est pour pas que vous refassiez nos erreurs. Et il n'y a aucune raison de déprimer sinon, hein, si tu t'y prends bien. Soline, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Bah, perso, j'ai kiffé ma première année. Genre, Ouais, c'était voilà. cool. J'essayais de pas trop me mettre de pression. Genre, juste, tu le fais et t'essaies d'être discipliné et tout. Et au pire, tu rates et voilà. Genre, La pas- pression, c'est des fois le pire ennemi. Donc voilà. Mm. Et on peut très bien vivre sa première année, hein. Enfin, parce que là, du coup, ils ont pas mal parlé de déprime et tout. Mais il y a plein de gens qui la vivent super bien. Et encore une fois, faut pas la voir comme une fatalité. Ouais, c'est une belle expérience. Et en fait, il y a des forces tranquilles, ça dépend vraiment des tempéraments de chacun, hein. Carrément. Pour ceux qui ont, parce qu'il y en a pas mal qui se lancent dans la passe, la LAS, ils n'ont jamais trop bossé au lycée, qui ne savent pas trop comment faire. euh, Si vous pouvez vous trouver une bande avec des gens, eux, qui savent bosser, qui sont déjà un peu chauds et qui vous tirent vers le haut, c'est ça qui va vous aider. Parce que pour ceux qui savent pas bosser tout seuls, qui n'ont pas la déterre, mettez-vous dans une bande, allez à la bibliothèque avec eux, ils vont vous tirer vers le haut. Moi, je suis hyper content parce que j'ai ma meilleure amie qui a fait avec moi la passe, elle n'avait jamais bossé vers le lycée. Et genre, j'aimais tellement la tirer vers le haut, c'était incroyable de la voir évoluer, de la voir réussir. Et donc, c'est comme ça que beaucoup réussissent en se trouvant des groupes forts. Et à plusieurs, on est quand même plus fort que tout seul en général. Donc voilà, trouvez-vous des groupes et bossez ensemble. Et puis même, on parle de tester sa méthode de travail, trouver sa méthode pendant la pré-rentrée, mais vous pouvez aussi essayer, que ce soit en première, terminale ou au lycée, essayer de trouver une méthode efficace avec laquelle vous pourrez peut-être fonctionner. Alors bien sûr, ce ne sera pas la même quantité de travail en première année, mais essayez aussi dès le lycée de vous mettre à fond et de trouver une... Bon, c'est un peu tard, il y a les épreuves de spé qui sont passées, mais il n'est jamais trop tard, en fait, le plus tôt, le mieux. Donc voilà, essayez dès maintenant, en vrai, de vous y pencher dessus et d'essayer d'expérimenter des méthodes. Disons, un pré-rentrée, vous avez votre idée, vous essayez, bam, ça fonctionne, et vous entamez l'année à fond, en fait. Attendez pas la passe pour bosser, quoi. Ouais, et puis la bonne méthode, en fait, c'est de s'y mettre. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y aura pas un P2 un jour qui va venir vous voir, qui va vous dire, écoute, petit, moi j'ai réussi, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, en fait, vraiment, la bonne réponse, la bonne méthode, c'est de s'y mettre, parce qu'en fait, on ne peut pas trouver de méthode tant qu'on n'a pas la masse de poly à apprendre. Donc, en fait, le jour où vous allez avoir la masse de poly, vous allez vous y mettre, et puis vous allez voir comment est-ce que vous kiffez travailler, est-ce que c'est plutôt carte mentale, est-ce que c'est plutôt... voilà. Et j'aimerais bien qu'on parle du jour du concours, parce que franchement, on a tous vu le film Première année, on a tous vu les images de les hangars avec toutes les chaises, et le stress, tout ça, et du coup, ça fait peur. Comment on gère? Alors, quand je dis le jour du concours, c'est peut-être commencer déjà la veille du concours. Comment ça se passe? J'ai des frissons rien que d'y repenser quand même. Perso, j'étais loin, donc la veille, j'avais préféré dormir dans un hôtel avec ma meilleure amie. Super difficile de dormir, genre alors que j'avais jamais eu de problème pour dormir au cours de l'année, mais à la veille, c'était vraiment... Alors que j'étais pas spécialement stressée, j'étais plutôt stressée de trucs vraiment cons en mode ah, imagine, tu perds ta convocation, imagine, tu te casses la jambe en y allant, enfin vraiment des trucs tout bêtes. Mais vraiment, ça m'a empêché de dormir. Et au final, du coup, j'ai dû dormir peut-être 2-3 heures la veille du concours. Donc, c'était au S1. Et nous, notre épreuve, enfin, notre concours, il est que sur une seule journée, 8h, 18h. Donc, c'est super intense et sur une seule journée. Donc, tu peux pas vraiment te rater. Genre, si t'es malade le jour du concours, bah, c'est tant pis pour toi. Genre, il n'y a pas de rattrapage ni rien. Le jour du concours, même si t'étais super fatigué et tout, au final, c'est l'adrénaline qui prend le dessus. Juste, les épreuves, elles s'enchaînent et juste, t'es super concentré sur ta copie. Tu vois les gens autour de toi bosser. Et moi, j'ai eu un accès d'humilité sur les jeux de concours. Genre, t'as vraiment 1400 personnes qui t'entourent et qui ont, pour la plupart, autant bossé que toi. Genre, ça fait vraiment quelque chose de voir autant de mains autour de soi. Mais il faut vraiment réussir à rester concentré sur sa copie et savoir que t'as bossé et qu'il n'y a pas de raison que tu rates. Genre, t'as bossé, t'es là pour ça, t'as juste à faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire lire les questions, y répondre, ne pas se mettre trop de pression et voilà. Et ça se passe bien. Et à la fin, on s'applaudit et c'est vraiment un bon moment. Moi, le jour du concours, déjà, j'ai failli... Enfin, je trouvais pas le lieu, etc. C'était hyper stressant. Vraiment, j'ai failli rater mon concours à cause de ça parce que je trouvais vraiment pas l'endroit.
J'étais en pleurs, en panique. Au final, je trouvais quelqu'un pour me guider et me montrer parce que Villepinte, c'est immense. Tu as 8 hangars. Moi, je suis arrivée par le mauvais, je suis arrivée par la sortie. J'ai dû sauter une grille. Enfin, je me suis chopé des bleus et tout. C'était koh. Bref, une fois que j'ai trouvé l'endroit, etc., c'était hyper stressant. J'avais la boule au ventre. Mais en fait, une fois que la copie elle est distribuée et que vous avez commencé à plancher dessus, bah, tout le stress y part et vous êtes en fait focus sur votre copie. Et en fait, c'est juste refaire ce que vous avez fait des milliers de fois, répondre à des QCM. Donc, vous voyez tout le monde qui fait ça. Et bah, comme il disait, Dr Pinelli, on a vraiment l'esprit là vraiment d'équipe. Enfin, on regarde, tout le monde fait la même chose. On est tous là sur nos copies. Donc, en fait, il n'y a pas le choix, on y va et on fait quoi. Et à la fin, enfin, on est tellement fiers de nous. Bah, après, nous, c'est pas qu'une journée, c'est sur 3 jours. Donc, c'est assez long, c'est intense. Et pareil, j'avais pris un hôtel parce que je faisais pas du tout confiance au transport en commun. Donc, Je disais, je sais pas si vous m'entendez bien, si j'ai un petit problème de Wi-Fi, est-ce que ça va? Ok. Alors moi, vraiment, c'était la guerre. J'allais à la guerre. Vraiment, j'avais préparé toutes mes affaires, mes munitions, mes stylos. J'avais pris des piles en plus, j'avais mis dans mon sac pour la calculette. J'ai préparé ma tenue à l'avance comme si j'allais en voyage la veille. J'ai bien dormi. Le S1, j'ai très très bien dormi. Je me souviens, je me suis endormi, je me suis dit, bon, de toute façon, en fait, on verra. C'est la première fois que je passe un concours, le classement, on verra, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et puis, je m'étais habillé, je me souviens, ouais, j'étais malade mental. Je me suis habillé genre tout en noir et j'ai mis une casquette et je me suis dit, ça va faire flipper les autres. Il fait pas, en fait, j'ai fait ça. Et j'y suis allé, j'étais ultra concentré, j'avais mes écouteurs. Et pourtant, j'avais des potes, tout ça, donc je parlais avec mes potes. Et puis après, 5 minutes avant, j'allais m'asseoir sur ma chaise, tac, et je me posais. Et pareil, j'étais arrivé genre ultra à l'avance, genre ultra ultra tôt. Et comme ça, j'étais pas stressé. Voilà. Et au S2, par contre, totalement différent. Au S2, c'était pendant le Ramadan. Et à l'époque, j'avais très très peu dormi parce que c'était sur 3 jours de concours. Et donc, j'ai bien bien senti la fatigue sur le troisième jour parce qu'il y avait la fatigue qui s'accumulait. Et le troisième jour, j'avais dû faire une nuit de 3 heures, quoi, tellement j'étais stressé. Et en fait, j'étais stressé à cause des mineurs parce que ce qui m'a empêché de dormir, c'était le calcul des mineurs. Et genre, toute la nuit, j'étais là à me dire, parce que en fait, il y avait eu 11 et 10 en physique et en chimie. Et je me disais pendant toute la soirée, ok, si j'ai 18 en biologie et 0 en physique, ça passe ou pas. Et je faisais ça en boucle, avec à chaque fois la note de physique qui montait, qui descendait. Au final, j'ai eu 16 en physique, donc ça va. Euh, et, euh, et ouais, pareil, mais super, super fatigant. Puis, non, mais très, très, très bon souvenir. Très, très bon souvenir. J'ai un conseil qui est très personnel par rapport au concours, c'est personnellement, je m'arrêtais de bosser 24 heures avant. Pendant 24 heures, je m'accordais du temps pour me relaxer, me détendre, je fais du sport. Je me rappelle au S1, je suis carrément allé me faire masser, tout ça. Et c'est un conseil que m'avait donné mon père, qui est chirurgien, qui avait passé les concours, etc., et que je donne à tous ceux qui m'écoutent. Après, vous pouvez l'écouter ou pas, mais vraiment, s'accorder 24 heures de pause avant le concours, ça va vous permettre de vous détendre, de vous relâcher, d'un peu tout façonner dans votre cerveau. C'est pas les dernières 24 heures de révision qui vont changer votre note en concours. Ça, c'est sûr et certain que non. C'est les 4 derniers mois de révision. Ça va plus vous stresser qu'autre chose. Ça va vous empêcher de dormir, de penser à vos cours, de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est normal. Donc, moi, 24 heures avant le concours, pour moi, vous faites une pause. Et sinon, comment est-ce que je l'ai vécu? Je me rappelle qu'au S1, personnellement, j'étais vraiment un lion. Je me disais, il y avait les 1800 autour. Je me disais, mais putain, mais je vais tous les défoncer. Je m'amusais à regarder les gens dans les yeux, genre avec un regard noir en mode, je vais te défoncer. Et j'ai trop kiffé. Alors qu'au S2, justement, après tous ces événements où je me sentais mal, bah, je me chiais dessus. Donc voilà, ça dépend des concours, ça dépend des gens. L'essentiel, c'est de se concentrer sur sa copie. S'il faut, tu mets des bouchons d'oreille. Tu fais ce que tu veux, mais tu te donnes à fond et ça se passera bien. Mais c'était un peu l'inverse pour le coup. Genre, le jour du concours, tu vois plein de visages hostiles autour de toi et je trouve que c'est bien genre, juste d'aller leur parler et de voir qu'en fait, ils sont dans la même situation que toi et que genre tout le monde est aussi stressé. Et au moment où la première épreuve commence, moi, je me souviens que mon feutre noir tremblait. Genre, du coup, j'avais raturé ma copie. Genre, je trouve tout con, genre juste souffler avant le début de l'épreuve et prendre 30 secondes pour juste fermer les yeux, se détendre, parce que c'est pas 30 secondes qui vont changer quelque chose. Et juste pas commencer, pas sauter sur sa copie tout de suite. Et vraiment prendre le temps de respirer. Si à un moment, au milieu de l'épreuve, vous vous sentez pas super bien et tout, prendre son temps, être chill et ça va bien se passer. Alors moi, je me souviens le premier jour du concours du S1.
j'arrive et je vois la longue queue. Et vraiment, ça m'a vraiment mis une claque. Je me suis dit, en fait, là, il y a toutes ces personnes qui passent le concours avec toi. Donc, c'est assez impressionnant, mais j'essaie de rester dans ma bulle. Je faisais du bachotage, genre, je revoyais des fiches, mais au final, ça sert à rien. Je rejoindrai le conseil de Dr Pinelli. Ce serait bien quand même de prendre une journée au moins pour se reposer. Après, plus facile à dire qu'à faire. Moi, je ne l'ai pas fait ni au S1 ni au S2. Mais j'aurais peut-être aimé le faire parce que finalement, au S1, bon, voilà, la première journée s'est assez bien passée. Et c'est le lendemain, en fait, comment dire, le matin du deuxième jour du concours, genre grosse crise d'angoisse. Et en fait, j'étais plus angoissée. Je faisais une crise d'angoisse et je me disais, Afra, c'est pas le moment. Genre là, tiens debout parce que imagine tu t'évanouis. Et c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Imagine tu t'évanouis, tu peux pas appeler les pompiers, tu peux pas appeler le concours, genre, tiens bon en fait. Et genre, je marchais en tremblant jusqu'au concours. Je tremblais jusqu'à ce qu'on nous distribue les copies. Et en fait, une fois qu'on commence le sujet, là, t'es dans ta bulle et ça part d'un coup. Donc, le stress, c'est dans la tête, mais une fois que t'es sur ta copie, que t'es concentré, ça part d'un coup. Vraiment, ça part d'un coup. Donc, essayez de vous détendre au maximum. Je sais que c'est difficile à faire. Voilà, vraiment, faites de votre mieux. Essayez de vous détendre au maximum. Je sais que c'est très stressant, mais ça va bien se passer, vous en faites pas. Laptop. Mais alors, juste petite question parce que vraiment premier degré, mais comment vous faites en fait, même, enfin Luc, pour rester genre la veille à rien faire Bah, tu te trouves des occupations, justement. Mais c'est dingue parce que par exemple, moi je suis très de mémoire de travail, tu vois, et je me dis, il y a des trucs limite, si je les refais pas la veille, je saurais pas les faire le lendemain. Peut-être que c'est placebo, mais Je pense que c'est le placebo, frérot, parce qu'une fois que tu as mis 8 fois ton cours, d'avoir une deuxième fois, ça changera pas grand-chose. Mais ouais, moi, c'est mon conseil. Après, chacun l'applique comme il veut. Il faut se forcer un peu, mais je me rappelle qu'au S1, ouais, je m'étais mis à bosser le jour d'avant et j'avais vu qu'il y avait des trucs qui me manquaient. Et là, ça avait commencé à me stresser. J'ai commencé à partir en panique. Et au final, bah, tu fais du sport, tu essayes de faire autre chose. Et il faut un peu se forcer, mais ça te détend. Au final, tu prends un bain chaud, tu fais ce que tu veux, mais je pense que ça t'aide à te détendre. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi parce qu'au premier semestre, pareil, j'avais pris une demi-journée la veille du concours. C'est-à-dire que la matinée, j'avais bossé des cours, mais j'avais passé genre 3 heures à faire un cours tellement j'étais déconcentrée et mon esprit était ailleurs en fait, donc j'arrivais pas. Et je me suis rappelé de ça. J'ai pris la veille, j'ai rien fait. J'ai fait du ménage, je me suis reposée, j'ai fait des siestes, enfin vraiment, j'ai mangé au resto, enfin, faites des trucs qui vous plaisent. Et enfin, je pouvais pas, j'avais juste l'esprit ailleurs. Et même si j'avais taffé, ça aurait pas du tout été productif. Et puis, voir un cours une 10e fois, franchement, ça sert pas à grand-chose, quoi. Il est déjà dans ma mémoire, donc bon, voilà. ouais, sceptique parce que par exemple le resto pour le coup je le ferais pas, en tout cas pas en compagnie, genre peut-être tout seul. Mais Non, j'ai besoin peut-être de ce moment où tu sais je me fais toute la vision globale de ce qui m'attend au concours, genre le matin de l'épreuve, enfin la veille de l'épreuve, je reprends tout le programme de physique et je me dis ok ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Et après Ouais, juste, non, juste je me pose mais tout seul en fait, tout seul dans mon lit, je regarde le plafond et je me dis ok demain je vais faire ça, 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 ça. Et voir mon devoir, hein. ça peut me perturber la veille. Ah ouais, carrément. Ah oui, 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 genre, tu sais, t'as pas le temps de te poser toi-même, de te retrouver. Enfin, Et chacun son approche, hein, voilà. Vous pouvez vous inspirer de Mohamed ou vous inspirer de chacun. Chacun c'est une truc. j'essaierai ta méthode. Voilà, t'essaieras pour le concours Super. maternel. Je voudrais appuyer sur ce que tu as dit, Afra. Une fois que vous avez la distribution du sujet, et ben une fois que vous avez commencé à lire, ben, en fait, vous allez être dans votre bulle. Mais ça, c'est Automatique. magique. C'est vraiment magique. Bon, vous allez stresser tout ça, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Et combien de fois, avec vos mains, vous allez montrer, combien de fois vous avez vu chaque cours à peu près? Ah, vous avez. Allez-y. j'ai pas assez de mains, enfin, 2 fois, 10 fois. C'était dans. Ok. Dr Pinelli, 10, Soline 8, c'est ça? Pascaline 35. Ouais, 10 ou 13, je sais plus. C'est très. Mohamed 4. Mais en fait, ça me choque. Où tu l'as voyé la veille? Bah, en fait, avec la méthode Non, des c'est- ça monte assez vite. Ouais, c'est ça. 6, 8. Ben, Et ouais, c'est marrant parce que je faisais tu sais, les 4 premières fois, J0, J1, J3, J7.
Et puis ensuite, je faisais 2 tours de révision, genre, tu vois, mais grand max. Moi, J0, J1, J4 et J12. Donc, pareil, 4 fois en 2 semaines. Mais après, je pense que j'avais plus de tours de révision que toi, par exemple. Et ouais, juste, j'insiste sur ça. Mais par exemple, quand tu as fait ta méthode DJ sur 2 semaines et que tu l'as vu 4 fois, par exemple, si c'est un cours de début de semestre en septembre, faut pas oublier de le revoir en octobre, novembre, tu vois. Parce que si tu le revois que à ton tour de révision de décembre, il s'est effacé ton cours. Donc, faut essayer de bien s'organiser quand même. Je faisais genre J0, J1, J3, J7. Et là, je continuais, genre, je faisais la méthode DJ sur tout le semestre. Donc J15, J30, J45, J60, J75, etc. Jusqu'à peut-être 2 semaines avant le concours, où là, je faisais des tours de programme. Mais sinon, je les revoyais vraiment toutes les 2 semaines et je faisais mes J pendant tout le semestre. Non, mais ce qui est important à dire aux gens, c'est que voilà, ça sert à rien de passer 4 heures sur un cours, mais de le revoir 2 fois. C'est plus utile de le voir 4 fois, mais de le voir 2 heures, quoi. Je veux voir plus souvent que plus longtemps, voilà. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé de passer genre 8 heures sur un cours. 8 heures. Oui, parce que nous, à l'UP, en fait, on a l'épreuve Oui, il y a votre truc de par cœur, là. c'est par cœur s'il n'y a pas de QCM, donc il faut tout connaître par cœur et réciter. Et en fait, quand il y avait des cours, il y avait genre 100 capos à connaître par cœur avec que du texte. Donc, Ouais. lire, juste le temps de le lire, tu prends 3 heures. Donc, pour la Oui, non, c'est sûr. Mais après, ça dépend des matières. Mais après, moi, je déconseille. En tout cas, si tu as un cours qui est énorme, mieux vaut le découper en 2 parties parce qu'arriver à faire les 110 diapos et tout, Ah oui, à la 110e, c'est chaud. Ah oui, tissu nerveux, membre sup et compagnie, là, la PC. Ouais. On donne des vrais conseils vachement applicables. Là, ça part vraiment. Là, on n'est pas là. Voilà, c'est 2 heures, c'est quand même un bon chiffre pour découper. 2 heures, c'est un bon créneau pour faire un cours, ouais. Pour moi, maximum 3 heures sur un cours, si c'est un gros cours. Et est-ce que la 5e fois que vous voyez le cours, est-ce que vous diminuez pas ce temps-là? Si, Un petit peu, ouais. Carrément. Ok. Vous arrivez à combien? à la fin du semestre, un cours qui m'avait pris 2 heures, 2 heures et demie, en 1 heure, c'était bouclé. Moi, mon J75, j'y passais 20 minutes. Passer quand même un peu de temps à chaque passage parce qu'à chaque nouveau passage, j'essaie d'apprendre un détail en plus, tu vois. Parce qu'au final, tu te rends compte qu'il y a des détails que tu as loupés et tu te dis, ah, ça, je l'avais pas, donc je le rajoute, tu vois. Donc, faut pas le revoir. Enfin, ton J75 en 20 minutes, je sais pas comment tu faisais, mais moi, je prenais toujours au moins 1 heure à peu près. Ouais, 1 heure, c'est bien, je trouve. Mais chacun sa méthode, comme d'hab. Autre question, parce que, ok, bloc de 2 heures. Ce bloc de 2 heures, 2 heures et demie, va diminuer au fil de vos séquences de révision. C'est la 10e fois que vous voyez, vous avez peut-être passé 1 heure. Dernière question, est-ce que dans votre bloc, vous incorporez les questions de training ou c'est à part? Moi, je faisais 1h30 et 30 minutes de QCM. Je devais faire genre 5 minutes de QCM et ensuite revoir mon cours. Moi, ça dépendait. Si je finissais avant mon créneau, je faisais 5-6 QCM. Sinon, je prenais des gros créneaux le soir de 3 heures pour faire que des QCM. Afra? Moi, ça dépendait. Généralement, l'entraînement, je laissais plutôt ça pour le week-end. Parce que la semaine, en fait, les flashcards, ça me prenait énormément de temps. Et je faisais déjà de l'apprentissage actif, donc j'avais pas forcément le temps de m'entraîner en plus dans la semaine, quoi. Tu faisais des flashcards Du Quizlet, j'arrive pas à être plus mais ouais, je faisais ça. Ouais, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, mais en gros, si j'avais fait un truc un peu débile, c'est que j'avais imprimé tous les QCM qu'on nous avait donné à la prépa. C'était en version numérique, et j'avais tout imprimé. Donc j'ai détruit une forêt. Parce que genre, ça me motivait d'avoir le papier en fait en face de moi posé sur mon bureau. Donc juste le matin, je me levais et je faisais toutes les annales à la suite à la chaîne et je jetais le poli en mode lui, il est fini. Mais c'était à part en fait. La première fois sur le bloc de 2 heures, je faisais pas d'anal, ou alors je regardais vite fait la dernière année pour voir histoire de me calibrer l'esprit. Et puis J3, quand je commence vraiment à connaître les trucs, je commence à faire 30 minutes d'anal dans l'heure avec 1h30 de cours, quoi. Ok, ben merci beaucoup. Juste une question d'Alice. Pour ma première année, je sais que je vivrai toute seule. Du coup, est-ce que c'est défavorisant? Enfin, moins positif. Va à la pré-rentrée du tuto de ta prépa, fais-toi des potes, essaye de regarder un peu qui y a, vers qui tu as envie d'aller de te tourner pour essayer de faire un petit groupe d'entraide. Et ça peut être comme Dr Pinelli, c'est-à-dire en physique, ou ça peut être en distanciel, comme disait Soline, à te lever à 4h du matin. Et renseigne-toi sur ta fac, sur les différentes choses qui sont proposées. Mais par exemple, nous à la Sorbonne, on a un serveur Discord du tutorat. Et c'est là que j'ai rencontré mes potes. Genre d'abord, on se rencontrait sur Discord et c'est ensuite qu'on s'est vu en vrai. Ah, c'est cool ça. Et du coup, pour le fait de vivre tout seul, ça peut être à la fois cool et handicapant. C'est cool parce que tu fais que selon toi. Genre, il n'y a pas tes parents qui vont t'appeler à 19h, ah, c'est l'heure de manger, alors que t'es en plein QCM. Mais en même temps, c'est-à-dire que c'est à toi de faire ta bouffe, de faire tes machines, de faire ta vaisselle, des trucs comme ça. Donc, c'est de la rigueur en plus, on va dire. Je crois qu'on a fait un beau tour du programme. Hein. Au revoir à tous.
Ouais, merci pour tous vos conseils, votre bienveillance, tout ça. Enfin, c'est top. Je suis sûr que ça plaira à notre public qui diminue. Ils n'ont pas tenu les 2 heures. Encore 55 personnes. Allez, ciao. Et bon courage pour votre futur P. Ouais, bon courage. Au revoir. Tout le monde, amour et travail. Salut à tous.